Sébastien Lecornu persiste et signe, il faut pour lui trouver un compromis sur le budget de la sécurité sociale à l'Assemblée. Il est venu en personne le dire aux députés et que non, il ne reviendrait pas sur son engagement d'aller jusqu'au vote. Je le redis, il n'y aura pas d'utilisation du 49 alinéa 3 de la Constitution et d'engagement de la responsabilité du gouvernement. Ça veut donc dire que vous avez la responsabilité finale de cette copie. Le gouvernement est toujours à la disposition de l'ensemble des groupes pour arriver à trouver un compromis. Ça veut dire qu'il faut en avoir envie. Ça veut dire aussi qu'il faut s'en donner les moyens sur le terrain technique. Une manière de répondre aux appels qui se multiplient. Bruno Retailleau comme Gérard Larcher demandent au Premier ministre d'utiliser cet outil constitutionnel. Mais à gauche, le sujet divise. Il se trouve que le 49.3 est un outil de circonstance qui peut être pratique dans ces moments où l'Assemblée nationale ne s'est pas dégagée de majorité. Mais c'est un instrument profondément anti-parlementaire, profondément antidémocratique. Problème pour le gouvernement, si les socialistes sont prêts à voter le budget de la Sécu, s'il contient leurs avancées, c'est le socle gouvernemental qui tangue. Édouard Philippe a déjà dit que ses troupes ne le voteraient pas en l'état. Alors Sébastien Lecornu appelle au dépassement. Ce n'est plus une première lecture, on n'est pas là pour compter ou se compter en termes idéologiques. Ça sera à la fin le projet de loi de finances pour la sécurité sociale d'aucun groupe politique, ça sera un PLFSS de compromis et de transition vers 2027. Un appel à la responsabilité parlementaire alors que les députés doivent se prononcer sur la version finale du texte mardi. Et on va en parler avec vous, Mickaël Darmon, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Émilie Zapalski, bonjour. Merci également d'être avec nous, communicante, fondatrice de l'agence Émilie Conseil. On le voit, intervention hier de Sébastien Lecornu, qui est de nouveau intervenu dans l'hémicycle. Alors non pas pendant les questions d'actu, mais pendant les débats sur le budget de la sécurité sociale. On était en plein examen d'articles. D'abord sur la forme. Émilie, un petit mot. Qu'est-ce que ça dit du style de la méthode Lecornu ? Mais alors, Sébastien Lecornu, il a un peu tout l'inverse des autres premiers ministres, c'est-à-dire qu'il communique très peu vis-à-vis de la presse, il laisse passer très peu de messages qui n'auraient pas d'utilité, si ce n'est de faire de la communication. On se souvient de Gabriel Attal qui était un peu un premier ministre communiquant à tout va. Là, c'est vraiment l'économie au niveau de la communication. Et par contre, beaucoup de communication avec les faiseurs, enfin avec les parlementaires, avec les syndicats. Il continue les réunions. Il a reçu encore hier les responsables du Rassemblement national. Donc c'est l'idée de vraiment travailler, d'être au travail et d'essayer de garder cette sphère de travail plutôt que cette sphère de communication. Là-dessus, je trouve que c'est assez bien joué par rapport au contexte actuel, la situation politique, l'instabilité. Et puis, c'est cohérent par rapport à son message de responsabilité. Là, il pousse les parlementaires à être responsables. Il essaie de négocier avec les uns les autres. Il a demandé à son socle commun de s'asseoir sur certaines mesures, dont la plus grande, c'est la réforme des retraites. Donc voilà, c'est très cohérent. Moi, je trouve que c'est pas inintéressant, sa façon d'avancer, de rester très peu bavard et par contre très sérieux, parce que même dans le look et dans la façon de s'exprimer, on n'est pas du tout dans les paillettes, on n'est pas du tout dans le côté jovial, mais je trouve que ça correspond bien à la situation et que quelque part, sur la forme, ça marque un petit peu des points. Bon, c'est pas sûr qu'il réussira, mais en tout cas, il aura tout fait pour être cohérent dans ce sens. On est dans le côté moine-soldat, comme il se définit lui-même. Je dirais plutôt moine cabas. C'est plutôt ça. C'est ce qui restera de cette du Premier ministre, c'est cette image-là qui a marqué, au fond, qui n'arrête pas d'infuser. C'est vrai, tout ce que dit Émilie, il n'y a pas grand-chose à rajouter. L'analyse est parfaitement juste. C'est le taiseux qui vient justement, qui a compris et qui a analysé parfaitement déjà ça rétroéclaire l'attitude du président de la République. Donc ça confirme ce que j'ai souvent au fond mis en avant, d'ailleurs ici, c'est qu'il est un proche paradoxal, c'est-à-dire qu'il est extrêmement éloigné en réalité d'Emmanuel Macron. Et c'est parce qu'il change sans arrêt, il a une sorte de droit d'inventaire en temps réel. Par son comportement. Même le droit d'inventaire qu'il fait, il est silencieux. Mais son comportement est un droit d'inventaire à l'égard du président de la République. Donc, comme il ne dit rien de ce point de vue-là, il reste dans le respect. Mais enfin, les gestes parlent pour lui.
Effectivement, il s'inscrit comme étant, et quel que soit son avenir, il s'inscrit comme étant le Premier ministre qui aura été celui qui aura tenté de construire un compromis dans le pays où ça n'existe pas. Et c'est ça le sujet. Et peut-il justement réussir son pari du compromis dans son camp? Beaucoup y croient encore, à l'image de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. On va l'écouter. Il y a ceux qui considèrent, que l'Assemblée nationale ne doit pas voter. Je pense qu'ils ont tort. Et il y a ceux qui sont droits dans leurs bottes et qui disent il ne faut pas faire un pas vers les autres. Moi, j'appelle chacun à faire un pas vers les autres pour avoir un compromis. Il est à portée de main, mais il dépend de nous. Il est vraiment à portée de main, le compromis, Mickaël? Alors ça, c'est difficile au fond de l'imaginer. Oui, il a l'air d'être pas très loin, d'être finalement accessible, d'être accepté. On a encore entendu récemment, il y a quelques minutes, Gabriel Attal, donc le patron du député Renaissance, qui lui a l'air de, malgré toutes les difficultés du bloc central, de dire on n'a pas d'autre choix. Et ça rétroéclaire aussi l'attitude d'Édouard Philippe, qui pour d'autres raisons a l'air à ce stade, de le refuser, mais rien n'est encore terminé. Donc oui, il semble que peut-être tout le monde ait envie, au fond, qu'on puisse avancer et sortir de ce psychodrame qui est qualifié par les Français. Et Sébastien Lecornu qui appelle à la responsabilité, à la démocratie parlementaire, qui dit c'est les parlementaires qui ont la main, pas de 49-3. C'est un pari risqué. Alors, c'est un pari risqué, c'est encore une fois très cohérent. Il s'était engagé vis-à-vis du Parti socialiste, avec lequel il avait décidé de négocier. Donc, il s'était engagé à ne pas utiliser 49.3. Il est assez cohérent. Bon, après, on va voir si ça peut passer comme ça. Mais ça met en tout cas l'intérêt commun, l'intérêt général, finalement, au devant de la scène, plutôt que l'intérêt de chaque parti politique. Et en gros, il dit aux uns et aux autres, arrêtez de regarder 2027, parce qu'Édouard Philippe, globalement, s'il fait toutes ces gesticulations, c'est parce qu'il vise 2027, il parle à son électorat. Moi, à mon avis, c'est un peu inaudible par rapport à ce qu'il fait. Mais en gros, Sébastien Lecornu leur dit arrêtez tout ce cinéma de politique. Là, on essaie de passer une étape. Elle ne va pas être parfaite et on pourra passer à la suite. C'est très, très cohérent. Je ne sais pas si c'est tenable. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un fil. Et si on se souvient, si on revient sur les dernières semaines, qui aurait pu parier qu'aujourd'hui, on est toujours le Cornu 2 comme gouvernement et toujours ces débats à l'Assemblée et au Sénat. On pensait tous que ça allait tomber le même jour comme le gouvernement, le Cornu 1. Donc quelque part, il a réussi à installer dans la durée cette discussion qui est très chaotique, qui donne un budget qui n'a un peu ni queue ni tête. Je parle du budget global, projet de loi de finances, PLFSS à peu près pareil. Mais en tout cas, il a réussi à faire durer. Donc il a réussi à dire on a cet intérêt d'amener au bout. Et finalement, le pari que font les uns et les autres, enfin, les gens font bénéfice-risque, comme les médecins, vous savez. Est-ce que je participe à cet intérêt commun, je fais passer un budget qui n'a ni queue ni tête, qui ne me satisfait pas, et les électeurs me remercieront, ou est-ce qu'au contraire, je montre mon opposition pour essayer de marquer des points pour 2027 ? Moi, j'ai l'impression que la balance, il arrive à la faire peser un petit peu de l'autre côté, c'est-à-dire plutôt sur l'intérêt commun. Et il maintient qu'il n'utilisera pas de 49.3, alors que les appels se multiplient. C'est encore le cas ce matin de Gérard Larcher dans le Figaro, qui dit qu'il faut envisager le 49.3 pour donner un budget à la France. Pourquoi il maintient comme ça sa ligne ? Parce que tous ceux qui l'appellent lui rendent service. Permet de montrer qu'effectivement, il reste cohérent. Qui, comme dit Émilie, qui ne change pas. Parce que ce serait, au fond, tomber dans le piège, quelque part, de dire, j'ai entendu, finalement, que vous me demandez de revenir sur un principe que j'ai accepté à votre demande. Et donc, là, il prendrait, lui, en boomerang, au fond, effectivement, un retour d'image. Parce qu'il construit une image de manière extrêmement précise. Et en laissant monter, depuis quelque temps, le fait qu'effectivement, laissant fuiter, mais maintenant, d'ailleurs, c'est de moins en moins caché, c'est totalement officiel, les appels à utiliser le 49.3, c'est-à-dire à revenir sur une décision qu'il avait posée sur la table, comme étant d'ailleurs un début de négociation, et faisant partie aussi d'un accord de non-censure, notamment auprès des socialistes, eh bien, il montre, lui, il reste ferme sur ses positions. Donc tous ceux qui l'appellent à revenir et à utiliser le 49.3, quelque part, lui rendre service. Bien entendu, on peut être démenti. Il peut tout d'un coup faire décider qu'il n'y a pas d'autre choix et budgéter l'affaire. Mais on a le sentiment quand même qu'il s'en sert pour construire son image. Alors Sébastien Lecornu qui doit trouver un compromis avec les socialistes, mais qui doit aussi faire face à des critiques et des difficultés au sein de son propre camp. Édouard Philippe a dit qu'Horizon ne votera pas le budget. Une ligne critiquée ce matin par Gabriel Attal, il était sur RTL.
C'est pas très populaire en ce moment d'être député à l'Assemblée nationale, vous en conviendrez. Moi, j'ai fait ce choix-là. Encore une fois, j'aurais pu en faire un autre et effectivement rester en dehors, faire des commentaires par médias. Je suis là, je me bats tous les jours avec les députés Ensemble pour la République, Renaissance. Et on a des victoires. Est-ce que, parce qu'on n'a pas tout ce qu'on aimerait, il faut tout envoyer péter, entre guillemets, et dire, tant pis, il n'y a pas de budget. Et vous parliez du déficit et d'un objectif fixé à 20 milliards. S'il n'y a pas de budget, je crois que c'est 29 ou 30 milliards. Donc voilà, on peut se dire, finalement, puisque j'ai pas tout ce que je demande, il y aura rien. Voilà, moi, c'est pas ma ligne, c'est pas ma position. Le groupe vit bien, Émilie. Ça marche bien au sein du camp gouvernemental. Les troupes sont resserrées et que voilà. Non, mais moi, pour moi, j'étais en train d'écrire, c'est la cour d'école, quoi. C'est la cour d'école pour 2027, parce que finalement, Gabriel Attal, sa réaction à Édouard Philippe. Édouard Philippe, c'est un peu ridicule, mais Gabriel Attal, c'est aussi ridicule finalement. On sent un peu d'agacement quand même. Ah oui, carrément, quand même. On sent, voilà. Et puis on sent qu'on est dans cette espèce de compétition proche de 2027. Donc je trouve que c'est assez ridicule et c'est pas à la hauteur de ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'Édouard Philippe, globalement, ça fait un moment qu'il fait des gesticulations comme ça, qu'il intervient dans la vie publique pour essayer je sais pas, vous vous souvenez, son plan massif dont on n'a pas tellement de signes jusqu'à maintenant. Oui. Donc il essaie de cranter comme ça sa candidature pour 2027 avec très peu de résultats, parce que finalement, quand il est sondé, ça va pas très très loin. Gabriel Attal, on sent bien qu'il y a des velléités. Donc voilà, ils sont dans un double jeu. Il y a la discussion sur le budget et puis il y a la discussion pour 2027. Et encore une fois, le Cornu essaie de ramener ses élèves là dans la cour d'école à quelque chose qui est plus contextuel. Aujourd'hui, il faut régler la question du budget. Quel rôle joue Édouard Philippe, Mickaël ? Il veut rester maire du Havre. C'est ça le sujet. Donc ce qu'il fait là, c'est parce qu'il parle aux électeurs. Le terrain est difficile, c'est pas évident. Donc de ce point de vue-là, effectivement, il est en train de séquencer maintenant ses propos et on sent bien que ce qu'il dit est destiné également à irriguer une campagne et des propos qui doivent être entendus par le terrain de ses électeurs au Havre et évidemment pour contrer ses adversaires. Donc ce qui fait que sur le plan local, il y a une situation qui doit maintenant juguler. Il doit d'abord, avant de penser à autre chose, il doit être reconfirmé dans ses fonctions au Havre. Donc ça, on verra bien ce qui se passera en mars 2026. Et puis, entre-temps, ça crée une situation effectivement nationale totalement baroque, où vous avez les partis au fond qui soutiennent la majorité, qui sont contre un gouvernement qui va être aidé très certainement par le Parti socialiste, qui lui justement va ne pas censurer. Donc à la fois Édouard Philippe essaye de cornériser le PS en disant vous allez vous soutenir un gouvernement, mais ce même gouvernement il ne sera pas soutenu par ceux qui sont censés le soutenir. Donc ça ne fait que contribuer à cette espèce de confusion que les Français commencent à qualifier de manière assez précise. Oui, puisqu'ils en ont marre des politiques. Mais quand même, ça donne un petit peu des signaux de cette fameuse culture du compromis à la nordique que, soi-disant, on n'arrivait pas à intégrer. Et peut-être qu'on est en train d'apprendre, parce que c'est en effet des négociations comme ça un peu bizarroïdes que font les pays autour de nous pour avoir des majorités, en tout cas faire passer des lois. Donc quelque part, on est peut-être en train d'apprendre cette fameuse culture du compromis parlementaire. Ou même d'ailleurs dans les collectivités locales, dans les régions, il y a des majorités de projets avec des alliances qui se font sur l'intérêt général. Peut-être que on est en début de mutation de culture politique, ça prendra du temps, mais certainement dans les prochains, à l'avenir, il faudra être capable de pouvoir tirer des enseignements politique de ce qui nous arrive. Oui. Et le Parlement qui continue donc à examiner les budgets, vote notamment mardi à l'Assemblée sur le budget de la sécurité sociale. Ça donnera déjà une tonalité pour la suite du compromis. On passe au deuxième thème de ce club. On va parler des relations entre la France et l'Algérie. Christophe Glaise qui a été de nouveau condamné en appel à 7 ans de prison hier. On va écouter la réaction ce matin sur France 2 du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Contact, donc il y a des discussions qui sont en cours, on va les poursuivre, mais en ayant en tête évidemment qu'on souhaite vivement que Christophe Glaise puisse être libéré. Et dans les discussions qui s'engagent avec la partie algérienne, ce sera évidemment un élément déterminant. Ce sera un élément déterminant que la situation de Christophe Glaise. Ça l'était déjà. Vous savez, on a repris l'angle à un niveau technique à ce stade, avec les autorités algériennes. Christophe Glaise était déjà emprisonné. Donc voilà, il y a cette situation. La situation n'est pas nouvelle. Il y a une décision nouvelle en Algérie dans les prochaines semaines. On va poursuivre la discussion et
on va évidemment tout faire pour obtenir cette libération. Qu'est-ce que ça dit, cette nouvelle condamnation en appel de Christophe Glaise des relations entre la France et l'Algérie? En fait, pour l'instant, la condamnation elle-même ne dit rien des relations, à mon sens, entre la France et l'Algérie. Elle dit sur l'Algérie. Ça raconte qu'effectivement, et personnellement, je n'ai pas été surpris de cette décision. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est pourquoi on a laissé, dans les commentaires depuis hier matin, à croire que ça allait être une décision favorable. On connaît la mécanique. D'abord, cette justice doit garder la face, doit montrer qu'elle est, entre guillemets, indépendante et souveraine. Donc, bien évidemment qu'elle prend sa décision fondée sur ce qu'elle pense être des griefs et des crimes politiques et apologie du terrorisme. Enfin, tout ce qui leur permet de dire, voilà, on alimente un dossier parce qu'il y a une envie d'alimenter le dossier. Après, c'est autre chose. On passe maintenant, une fois que la condamnation est obtenue, et bien maintenant la grâce peut s'exercer. Et là, on repart sur, effectivement, comme le dit pour l'instant très pudiquement le ministre de l'Intérieur, il y a des discussions techniques. Ça veut dire, en réalité, des discussions politiques au plus haut niveau, des messages qui passent et qui vont devoir attendre, permettre effectivement un seuil, on va dire, entre guillemets, de décence, si tant est qu'on puisse avoir ce mot, pour ensuite envisager une grâce du président algérien et après ouvrir une nouvelle ère de relations. Mais pour l'instant, cette décision, elle raconte l'Algérie. Elle raconte cette espèce de glacis politique qui considère que lorsqu'on va parler football à un dirigeant cabine, on fait l'apologie du terrorisme. Donc bien évidemment, c'est stupide, mais ça raconte ce qui se passe en Algérie. Oui, je trouve ça assez juste. Et dans les termes qu'a utilisé Laurent Nunez, je retiendrai la discussion. Parce qu'on sent qu'il y a quand même un changement au niveau du gouvernement par rapport à l'ère Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et des relations quand même, en tout cas la volonté d'utiliser la manière forte, qui n'a pas donné plus de résultats que l'autre manière, qui ne serait pas douce, mais en tout cas ce qui serait de l'ordre des discussions. Et on sent bien que Laurent Nunez veut reprendre ce fil-là. En effet, les relations ont été quand même très détérioré, ça s'améliore. Il y a eu la libération de Boualem Sansal par l'intermédiaire de l'Allemagne. Donc voilà. Ça montre aussi à quel point on ne peut pas le faire en direct. Il va falloir trouver exactement un intermédiaire. Peut-être l'Italie, après l'Allemagne. Oui, mais je trouve ça intéressant que Laurent Nunez reprenne ce fil-là des discussions. C'est probablement en effet la compréhension de ce pays, comment il fonctionne, comment on peut l'attaquer dans le sens attaquer des discussions importantes, parce qu'on a plein de sujets. Évidemment qu'il y a ces terribles 7 ans de condamnation qui ont été là confirmés. C'est terrible quand même pour un jeune journaliste qui n'a pas fait grand-chose. Inacceptable. Voilà. C'est terrible pour sa famille et tout. Mais on sent bien qu'il y a la volonté de reprendre les fils des discussions, et pas seulement sur ce sujet-là, parce qu'il y a plein d'autres questions. Les OQTF, évidemment, les visas, la question du terrorisme. On a plein de choses, en fait, à travailler avec l'Algérie. Laurent Nunez a l'air décidé. Je crois qu'il y a une visite qui est prévue prochainement. Et c'est bien de repartir sur ces bases. Il me semble, ça ne veut pas dire être mou, ça ne veut pas dire être trop gentil. Ça veut dire juste discuter et faire de la diplomatie. Mais juste, Émilie, vous parliez de Boualem Sansal, qui a été libéré il y a quelques semaines. Il a réagi ce matin à cette nouvelle condamnation de Christophe Glaise. Il était sur RTL, il dénonce un acharnement. Je crois parce que le pouvoir algérien est tellement isolé qu'il est obligé de faire une ouverture. Et avec la France, c'est inévitable. L'Algérie ne peut pas vivre sans la France. Il y a 6 millions d'Algériens qui vivent ici. Ce serait une déchirure. La déchirure est déjà là. Il faut rapiécer maintenant et rapidement. Ouais, il appelle donc également un apaisement des relations entre la France et l'Algérie. Il est possible cet apaisement ? Il faut respecter un calendrier. Voilà, il y a le temps de maintenant la décision de la justice algérienne qui va devoir donc décanter. Puis les discussions politiques vont maintenant monter en gamme. Il faut formellement que la famille adresse une demande de grâce, ce qui n'a pas encore formellement été fait. Il y a assez peu de suspense, mais on va dire qu'il faut quand même attendre ce temps-là. Et puis vous avez un autre moment dans le calendrier. Il faudra passer le 14 décembre à Paris. Les associations d'indépendance pour la Kabylie vont annoncer l'autodétermination de la Kabylie et l'indépendance de la Kabylie. Ils ont choisi Paris. Donc c'est un moment sensible qu'il faudra passer.
Et très certainement, en fin d'année ou en début d'année prochaine, on peut imaginer qu'un calendrier peut être envisagé. Mais voilà, ce sont des codes imposés. Personnellement, je me doutais qu'il y aurait une confirmation de la justice algérienne pour pouvoir ouvrir la porte à la grâce. Émilie, vous le rappeliez, Laurent Nunez a prévu de se rendre en Algérie dans les prochains jours. Il dit que cette condamnation n'impacte pas sa visite. Mais quel message il peut faire passer? Quel message il a le pouvoir de faire passer? Est-ce qu'il peut peser, lui, une fois en Algérie? Ça paraît compliqué. Après, je pense qu'il y aura quand même cette demande un peu de peser sur cette décision et, enfin, en tout cas, d'essayer. Mais pour l'instant, on voit qu'on n'a on n'a aucun poids. Hein. On l'a vu avec l'affaire de Boualem Sansal, ça a été très compliqué. Donc, ça va être plus des négociations en dessous. Mais ce que je trouve intéressant, c'est déjà d'ouvrir cette porte. Encore une fois, comme je disais, c'est pas la douceur et c'est pas la gentillesse, c'est la fermeté, mais de pouvoir discuter, parce que au-delà du calendrier de ce journaliste, il y a tout ce qu'on veut faire. Je signale qu'on est encore dans l'idée de revoir les accords de 68 favorables pour les allers-retours, voilà, pour les Algériens. On n'y est pas encore, mais on peut imaginer que si on réouvre cette partie de discussion avec l'Algérie, qu'un jour on en arrive à rediscuter ça, à voir comment on peut l'aménager. Et globalement, je pense que c'est ce qu'a en tête Laurent Nunez, sauf qu'il y va tout doucement. C'est de la diplomatie, c'est des relations internationales, et c'est pas la brutalité qu'avait imposé Bruno Retailleau et dans laquelle Emmanuel Macron, globalement, il l'avait un peu initié lui-même auparavant, et il était vraiment rentré dans les rails de cette brutalité. Et que prône une partie de la classe politique française. Hein. Il y a Bruno Retailleau, il y a le RN. Laurent Jacobelli, porte-parole du RN, disait encore ce matin, il faut être dans le rapport de force, il ne faut pas être dans la douceur et dans la diplomatie. Du côté, par exemple, du RN, il est clair que il y a un message qui est adressé sur la confrontation, l'affrontement assumé avec l'Algérie et le choix plutôt de privilégier l'alliance avec le Maroc. Ça, ils l'ont toujours dit. Pour eux, ce serait un tournant obligatoire et une rupture dans la grammaire, je dirais, diplomatique française. On verra. Et pour l'instant, ils sont effectivement uniquement en situation d'incantation et c'est tout. Mais ce qui me frappe, c'est effectivement de voir Laurent Nunez et Sébastien Lecornu sur deux sujets différents. Les méthodes qui sont au fond assez similaires. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de dire on sort d'une forme d'arrogance, d'une forme de force, d'outrance pour aller dans la prudence, dans le comportement un peu humble, de dire voilà, on n'y va pas à pas, on comprend. Alors évidemment, ils sont très rusés hein, parce qu'ils savent parfaitement qu'ils veulent obtenir un résultat. Mais il y a une méthodologie politique entre ces deux personnages-là qui est nouvelle hein, et qui raconte un peu aussi peut-être le besoin de passer à autre chose. Un dernier mot, Émilie. Oui, moi je trouve ça intéressant, en effet, ça. On a l'impression que la France a perdu beaucoup, là je généralise un petit peu, en termes de voix économiques, politiques ou quoi, et c'est une façon peut-être en effet de redémarrer, au lieu de l'arrogance de dire on est quand même toujours très bon, on est toujours très fort ou quoi, c'est d'être dans un principe de réalité, de voir exactement ce qu'il en est, c'est-à-dire peu de choses, et de reconstruire petit à petit. On va voir si ça peut insuffler un souffle nouveau, quelque chose d'un peu nouveau, parce que c'est ce qu'on souhaite hein, finalement à la France, quoi. Allez, on va terminer. Merci à tous les deux. On va terminer par l'histoire du jour. À 20 jours de Noël, est-ce que vous avez acheté votre sapin ? Non, moi j'achète plus de sapin. Voilà. Vous carrément plus de sapin. Alors 6 sapins sur 10 sont achetés avant le 10 décembre. Donc on est tous en retard par rapport à la moyenne. La semaine s'annonce donc chargée pour les producteurs et pour les vendeurs. La première région productrice de sapins, c'est le Morvan. 1/4 de la production nationale, ce qui représente tout de même 1 million d'arbres. C'est énorme. Mais saviez-vous que le Limousin fait partie des régions françaises offrant, je cite, des conditions de milieu les plus propices à la production de sapins. Alors attention, c'est technique la condition de milieu. Substrat granitique générant des sols suffisamment acides et peu fertiles, et ainsi que des précipitations abondantes, ça va un peu de soi. Donc le Limousin, c'est une région à sapins. C'est par exemple le cas de Nicolas. Nicolas, il est vendeur de sapins, et alors il coupe les sapins toutes les 72 heures pour un maximum de fraîcheur. Sapin garanti pas sec. Reste à résoudre une autre question. Quand vous achetez votre sapin, quel type de sapin choisir entre un sapin Norman ou un épicéa ?
Je vous explique. Lenormand séduit pour ses aiguilles, l'épicéa pour son parfum puissant de résine qui évoque immédiatement l'ambiance de Noël. Ça peut vous aider à faire un choix. Et alors, si vous voulez un sapin entièrement limousin, vous pouvez aussi le décorer avec un peu de porcelaine de Limoges. Mais si j'avais un choix à faire, je prendrais le palmier parce que l'événement qui est marqué, c'est quand même, ça se passe dans le désert et je comprends pourquoi c'est un sapin qui marque. Oh là là. C'est bon, on va terminer là-dessus. Merci Mickaël, merci Émilie, merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain.